C'était jusqu'ici un des fleurons du premium français. DS renouvelle son SUV best-seller, le DS7, qui devient pour l'occasion le numéro 7. Alors, est-ce que c'est un pari réussi? C'est ce qu'on va découvrir dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit monument du paysage automobile français avec le DS7, ou plutôt le numéro 7, puisque c'est le nom de la deuxième génération de ce modèle très populaire de la marque premium française. Et oui, on n'est pas ici sur un simple renouvellement, l'enjeu il est colossal pour DS, la marque premium du groupe Stellantis, puisqu'il s'agit d'offrir une deuxième génération à son best-seller en 2025. Le DS7, il représentait la moitié des ventes de DS. On peut bien comprendre l'enjeu. Petit rappel historique, ce modèle il est né en 2017 sous le nom de DS7 Crossback, un grand SUV qui était à l'époque le premier modèle de l'émancipation de la marque DS, qui l'a en quelque sorte définitivement détaché de Citroën. Avec un restylage assez important en 2022, où il avait simplifié d'ailleurs son nom en DS7 sans le crossback. Il a porté l'image du luxe tricolore pendant près d'une décennie, servant même de voiture officielle de la présidence de la République. Un véhicule donc symbole de l'industrie automobile française, et cette nouvelle génération elle marque déjà un petit déchirement industriel, puisque la production elle va quitter le berceau historique de Mulhouse pour être délocalisée en Italie, à Melfi. Une décision purement stratégique de Stellantis, mais qui marque quand même la fin du Made in France pour ce fleuron de la gamme DS. Cette deuxième génération, elle évolue d'abord en termes de dimension. Elle grandit quand même de 7 cm par rapport à la première génération pour s'afficher à une longueur totale de 4,66 m. On a un empattement, donc l'espace entre les roues avant et arrière, qui est porté tout de même à 2,79 m. Donc ça, c'est un bon point pour l'habitabilité à bord. Et puis sinon, on reste sur une hauteur assez basse, à 1,63 m, et ça en fait un des plus bas de la catégorie face à ses concurrents SUV premium. En termes de longueur, on va en effet être assez proche d'un Mercedes GLC qui est un tout petit peu plus grand. Même chose pour le Q5 ou le BMW X3 thermique. Et comme ce DS numéro 7, il inaugure pour la première fois des versions 100% électriques, c'est intéressant aussi de le comparer au BMW iX3, et là on a 12 cm de différence, le iX3 est un peu plus grand. Au niveau du coffre, c'est important pour un SUV familial, on passe à 560 litres, on aura un petit peu moins dans la version 100% électrique avec transmission intégrale, avec le moteur à l'arrière qui prend un petit peu de place. Mais ce numéro 7, il évolue surtout de manière très importante en termes de design par rapport à son prédécesseur. Sur ce DS numéro 7, le chrome a quasiment disparu au profil d'un luxe un peu plus épuré. La face avant, elle s'inscrit pleinement dans la nouvelle identité stylistique de la marque, et elle affiche une parenté évidente avec les récents DS numéro 8 et puis la DS numéro 4 ou la DS4 restylée. On va bénéficier notamment de cette nouvelle calandre, un DS Lumina Screen, une grande surface noire rétro-éclairée avec un petit effet high-tech. Une calandre qui va être entourée des feux de jour en V, les DS Light Blade, semblables à ceux de ses cousins dans la gamme. De profil, la carrosserie elle est épurée au maximum grâce à l'adoption de poignées affleurantes à la carrosserie, et donc qui vont se montrer invisibles en roulant, et puis à l'arrière elles sont directement intégrées à la portière. Notre modèle d'essai il est équipé de jantes en taille 20 pouces, mais à savoir qu'on peut monter jusqu'à 21 pouces. Enfin, à l'arrière, on va retrouver la signature graphique des feux tridimensionnels à écailles, mais ils sont désormais beaucoup plus fins et effilés. Nous voici à l'intérieur de ce nouveau DS numéro 7, et sans surprise, il reprend de nombreux éléments du numéro 8. Ce qu'on apprécie vraiment dans ces intérieurs DS, ça va être à la fois l'aspect original et puis le choix des matériaux. Ici, on a un très bel intérieur en cuir gris, ce qui est assez original et apporte pas mal de luminosité à l'intérieur, ce qui va aussi compléter l'apport de lumière du toit géant panoramique. C'est d'ailleurs une différence importante avec le précédent DS7 qui lui proposait un toit ouvrant. Donc ici, il n'est plus ouvrant, mais l'avantage c'est qu'il offre une surface vitrée d'une taille beaucoup plus importante.
L'autre petit regret, ça va être peut-être la disparition de la montre BRM qui était proposée dès le lancement du DS7 Crossback en 2017 et puis un petit rapprochement avec un horloger français qui marchait bien sur ce discours du Made in France. On conserve tout de même et heureusement un partenariat avec une entreprise française sur le système son fourni par Focal. C'est d'ailleurs un point de rapprochement avec DS numéro 8. On va avoir cette enceinte, mais qui est en fait également la poignée de portière. Enfin, c'est un petit peu particulier d'ailleurs, il faut choper un peu l'habitude parce qu'en fait, on a une poignée pour l'ouverture et pour tirer la porte par contre vers soi, ça va être via cette enceinte qu'on a toujours un peu peur d'arracher à la portière, mais non, c'est bien prévu pour. Autre point de similitude avec DS numéro 8, ça va être au niveau de ce volant avec cette forme de X assez atypique, ça c'est un bon point, c'est le côté original. En revanche, ça manque peut-être un petit peu d'ergonomie lors de la conduite. On retrouve également la même dalle tactile 16 pouces, donc un écran qui est quand même assez large mais qui va être assez fin. Donc malheureusement l'ensemble manque peut-être un petit peu aussi d'ergonomie dans les interactions. On est par exemple obligé de passer par des menus de climatisation pour activer les sièges ventilés ou chauffants, comme exemple d'une fonction qui pourrait être un petit peu mieux pensée. Lorsqu'on bascule sur l'environnement Android Auto, on va conserver un petit volet de raccourci vers des réglages, notamment des sièges massants ou d'autres fonctions sur la partie droite de l'écran. Or ça va être un petit peu loin du bras, donc inaccessible, et ça donc c'est dommage que l'idée elle est plutôt bonne de conserver un raccourci, mais malheureusement c'est pas vraiment accessible à tous les conducteurs. On va quand même conserver quelques raccourcis physiques sous l'écran tactile pour interagir avec différentes fonctions du véhicule, principalement la ventilation. Et puis sur la gauche, on a ce bouton avec le symbole de la voiture pour accéder aux différents paramètres du véhicule. Et le bon point, c'est qu'on va pouvoir rester appuyé dessus et ça va automatiquement désactiver les alertes qui sont obligatoires à chaque redémarrage, mais souvent pénibles. Ensuite, au niveau de cette console centrale qui est reprise elle aussi de DS numéro 8, le look il est assez original, ça plaira ou non, mais on va retrouver des petites touches raccourcies comme ça, et toujours cette critique en termes d'ergonomie. Par exemple, pour les modes de conduite, on va avoir deux boutons et en fait il y en a un qui permet d'aller vers le haut des modes de conduite, un vers le bas. Or, quand on est en bas de la liste, ça remonte pas en haut, donc on est obligé de repasser par le bouton haut. Bref, c'est trop complexe, alors qu'un seul bouton suffirait pour passer d'un mode à l'autre et on s'arrête sur celui qu'on veut. Si on a des matériaux nobles en partie haute de l'habitacle, ça va être beaucoup moins le cas en partie basse. Et puis quand même sur des endroits assez visibles, on va retrouver pas mal de plastique noir relativement bas de gamme. Bon, ça va être rattrapé par le fait qu'il y a quand même pas mal de rangements, notamment dans les portières, sous la console centrale, avec l'avantage d'avoir un bac qu'on va pouvoir fermer par un petit volet. Et puis ici aussi, en partie haute de la console centrale, un rangement supplémentaire. À l'arrière de ce DS numéro 7, on va pouvoir voyager assez confortablement. On a pas mal d'espace, que ce soit aux jambes ou à la tête. L'effet vraiment du toit panoramique qui va être payant pour agrandir comme ça l'espace. Et puis des petits rangements, dont des portes gobelets ici au niveau de la place centrale. Et puis toujours important, l'accès à deux ports USB type C et à des réglages de climatisation et des sièges chauffants. Me voici au volant de ce nouveau DS numéro 7 dans sa version 100% électrique. Et le premier bon point, c'est que justement cette motorisation zéro émission très silencieuse, elle correspond parfaitement au positionnement premium. Alors on n'a pas de système de suspension pneumatique sur ce DS numéro 7 comme son prédécesseur. On va avoir des suspensions adaptatives mais qui sont reliées au DS ActiveScan. Ça va être les caméras du véhicule qui vont scanner la route en mode confort pour identifier les défauts et les corriger via le système de suspension et d'amortissement. Alors sans être exceptionnel, on va dire que ce système il fait complètement le job et surtout il se montre bien moins coûteux que des systèmes concurrents qu'on va trouver chez d'autres marques.
L'autre point important à évoquer sur cette deuxième génération de DS numéro 7, ça va être justement la disparition des motorisations hybrides rechargeables, donc ces motorisations e-Tense PHEV qui étaient proposées sur le DS7 et qui étaient même assez populaires. Mais il faut dire qu'entre-temps, le contexte a changé. Ces motorisations, elles étaient réclamées notamment par les entreprises avec un hybride rechargeable qui était intéressant fiscalement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Une manière aussi d'inciter les clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, à basculer sur ces versions zéro émission, sachant qu'en alternative, on aura simplement au lancement qu'une petite version hybride classique, un 145 chevaux, qui est sans doute un petit peu de faible puissance par rapport à ce qu'on connaissait en hybride rechargeable. La gamme électrique sur ce DS numéro 7, elle propose 3 niveaux de puissance. On commence par du 230 chevaux, on arrive ensuite à une version grande autonomie 245 chevaux et enfin qui va chapeauter la gamme, une version transmission intégrale avec la puissance maximale de moteur 350 chevaux. Notre modèle d'essai, c'est la version qui se montre pour moi la plus homogène. Le moteur à l'avant de 245 chevaux relié à une batterie d'une taille assez importante, 97,2 kWh. C'est la fameuse batterie Made in France, produite à l'usine ACC de Douvrin dans le nord de la France. Cette version, elle offre sur le papier 740 km d'autonomie WLTP, donc ça c'est un chiffre assez conséquent. Alors est-ce que c'est proche de la réalité? C'est un peu dur à dire. Lors de ces essais, on a quand même assez peu roulé. Et puis aujourd'hui, on va dire par température caniculaire avec un fort usage de la climatisation, des routes de montagne où la conso elle s'est envolée à un peu plus de 26 kWh, mais elle est redescendue, arrivée en bas de la montagne à 22 kWh, qui est une moyenne, on va dire, assez bonne au vu de notre parcours du jour et de l'usage, encore une fois, de la climatisation. Et nous, par exemple, aujourd'hui, on est parti avec une batterie à 73% qui annonçait 463 km d'autonomie. Et donc ça donnerait une autonomie, on va dire, un petit peu plus réelle de cette version, autour de 630 km. Côté recharge, on a du 11 kW proposé de série. Et puis, il y a une option pour avoir du 22 kW en courant alternatif. Et sur la charge rapide, ça va être peut-être un des points faibles de ces versions 100% électriques de numéro 7. On va être limité à 160 kW, mais ce qui permet quand même de garantir côté DS 20 à 80% en un peu moins de 30 minutes, mais ça reste un petit peu long par rapport à ce que proposent des concurrents chinois notamment aujourd'hui. Du côté des modes de conduite, on a testé principalement le mode confort aujourd'hui justement pour voir ce que ça donnait et en mode sport, peut-être un petit peu déçu. Je m'attendrais peut-être un petit peu plus de puissance des 240 chevaux du moteur électrique à l'avant, mais on va dire que ça reste cohérent avec le positionnement du véhicule qui n'est pas du tout sportif. La direction elle reste par exemple assez souple, même en mode sport. On a également un véhicule qui est très bien équipé, donc les aides à la conduite classiques, un régulateur adaptatif et suivi des lignes de la route, ce qui va donner, on va dire, un assistant de conduite assez poussé et toujours pratique sur les longs trajets. On a également sur notre modèle d'essai un affichage tête haute avec des informations assez complètes qui vont concerner à la fois la navigation et les limitations de vitesse et la vitesse pratiquée. On va retrouver également une vision panoramique autour du véhicule, ce qui est toujours pratique au niveau du stationnement. Et puis cette lunette arrière du véhicule qui est quand même assez réduite, un peu comme sur numéro 8. Et donc là, même problème, même solution. On va avoir la possibilité de disposer d'un rétroviseur caméra. Ça, comme d'habitude, c'est un petit peu particulier. On va dire que l'œil met un petit temps à s'adapter, à faire la mise au point lorsqu'on regarde l'image de la caméra. Mais ça reste quand même un bon moyen de maximiser cette visibilité arrière. Et sinon, DS continue à proposer cette vision de nuit en option sur ce DS numéro 7. Et ça, c'était une option qui était apparemment particulièrement appréciée sur la première génération du DS7. On va aussi retrouver les bons points sur la conduite électrique qui avait été introduit sur numéro 8, à savoir le freinage régénératif qu'on peut ajuster sur 3 niveaux donc grâce à des palettes situées juste derrière le volant. Et en bonus, on va même bénéficier d'un mode One Pedal qu'on peut activer grâce à un bouton dédié au niveau de la commande de boîte. On avait quand même très envie de prendre le volant de la version hybride 145 qui, pour rappel, constituera l'offre de départ sur ce DS numéro 7 en termes de prix. C'est parti. Sans surprise, ce qui frappe en premier lieu, ça va être le bruit du moteur qui est totalement absent dans la version 100% électrique.
Le bruit de ce moteur il est quand même relativement limité et puis on a surtout une boîte automatique 6 rapports qui gère plutôt bien les passages de vitesse et donc ça va être assez positif sur l'expérience globale de conduite. Alors à savoir que cette version hybride 145 a priori elle est destinée plutôt aux gros rouleurs par rapport à la version électrique. DS annonce jusqu'à 1000 km d'autonomie sur un seul plein. Et on conserve sinon les palettes derrière le volant, mais là bien sûr ça ne va pas être pour ajuster le freinage régénératif qui est quasi inexistant de toute façon sur ce modèle, mais pour ajuster les rapports quand on passe en boîte manuelle. Le petit problème pour moi sur cette voiture en version d'autant plus hybride 145, ça va être l'absence d'auto-hold, donc le fait de devoir rester appuyé sur la pédale de frein quand on est à l'arrêt. Là par exemple on est immobilisé à un feu rouge de chantier un peu long, si je relâche le pied de la pédale de frein, tout de suite le véhicule va avancer avec un petit rampage comme on dit. Alors des fois c'est disponible dans les menus de l'écran tactile, mais là j'ai bien fouillé, j'ai pas de petit raccourci auto-hold au niveau du frein de parking qui est situé jusqu'ici, d'ailleurs qui sera ma solution finalement si je veux rester immobilisé à l'arrêt. Et on a le même problème sur la version électrique mais qui est compensé par ce mode One Pedal qui lui va me permettre de rester immobilisé à l'arrêt sans rester appuyé sur cette pédale de frein. On a vraiment peu roulé à bord de ce DS numéro 7 dans cette version hybride 145, mais je voulais quand même regarder un petit peu la conso et malheureusement on est à plus de 10 litres au 100. Bon, on a roulé sur des petites routes assez sinueuses, je suis resté principalement en mode sport, surtout parce que je trouvais qu'en mode normal et en mode éco on manquait vraiment de puissance, donc on va dire que ça pourrait être corrigé sur un plus long trajet et un trajet surtout moins dynamique. Mais pour moi, le problème, c'est que là où DS justement annonce une version grande autonomie pour les utilisateurs précédemment de diesel, là, le tableau de bord, il nous indique 460 km sur le plein de carburant qui est pratiquement rempli. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Le principal avantage de cette version hybride 145, ça reste son prix. On rappelle qu'on est quand même sur un SUV du niveau premium et donc 47 900 €, ça reste assez agressif, surtout si on compare avec les principaux modèles concurrents de marques allemandes. Sur l'électrique, avec un supplément de confort lié à cette motorisation, il faudra bien sûr compter sur un surcoût assez important. La gamme i10 sur ce DS numéro 7, elle démarre en effet à 58 420 € avec la petite batterie et le moteur à l'avant de 230 chevaux. Sur notre modèle d'essai, donc une version encore plus haut de gamme, on démarre à 67 820 €. Donc pour rappel, la version 245 chevaux associée à la grosse batterie et donc l'autonomie théorique de 740 km. Sachant qu'on avait quand même pas mal d'options, donc notamment cette jolie couleur métallisée vert soie qui est nouvelle au catalogue et qui est facturée 1150 €. Pour l'intérieur gris clair assez sublime de notre modèle d'essai électrique, encore une fois, on est sur une facture quand même à 2000 € et le toit noir contrasté à 400 €. On ajoute ensuite deux packs, un pack Tech Absolu et un pack Confort qui sont tous les deux facturés autour de 2000 € et enfin le toit panoramique feuilleté, la charge embarquée 22 kW qui intègre aussi la fonction V2L pour charger des appareils électroniques à partir du véhicule. Et là on arrive à une note finale à 77 320 €. Alors encore une fois, bien sûr, c'est un tarif très élevé, mais ça vous permet de bénéficier du meilleur de ce que peut proposer DS aujourd'hui et ça reste quand même assez bien positionné face aux principaux concurrents des marques premium allemandes ou du suédois Volvo. Dans les bons points, on pourra donc retenir ce design assez atypique mais qui permet quand même à DS de se différencier et qui est aussi assez aérodynamique et c'est ce qui va permettre de maximiser comme ça l'autonomie pour arriver à ce chiffre assez élevé quand même de 740 km sur une seule charge. Et même si on reste sur une architecture 400 volts avec une puissance de charge assez limitée, DS insiste aussi sur la capacité du véhicule à rouler assez longtemps sur autoroute, à dépasser potentiellement les 400 km et donc d'être assez bien placé sur un trajet type qui nous a été montré entre Paris et Montpellier, encore une fois, face à ses concurrents premium 100% électriques. On arrive à la fin de cette émission En route pour demain consacrée à ce nouveau DS numéro 7. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Émile Audrin d'avoir réalisé cette émission avec moi. Et merci aussi à Erwan Morvan d'avoir assuré le montage.
On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. On est à suivre pour rappel sur la chaîne YouTube BFM Tech, mais également en replay sur le site internet de BFM Business et sur la plateforme de podcast RMC BFM. À bientôt, très bon été à vous.